21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'avenir. Si je vous dis le débat sur l'avenir de l'argent n'est sans doute pas sur l'inflation ou la déflation, un taux de change fixe ou flexible ou encore l'or ou la confiance à sa base, mais il est plutôt sur la société dans laquelle nous vivons. Et pourtant cette phrase, elle ne date pas d'hier, mais de 1906. Elle a été prononcée par le philosophe et sociologue allemand Georges Simmel. C'est l'un des enjeux finalement derrière toute cette phrase des monnaies complémentaires. On en parle de plus en plus en France et ce soir dans Paris d'avenir autour de projets innovants, des monnaies complémentaires ou virtuelles pour favoriser l'innovation, mais pas seulement, avec notamment Alain Philippe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fondation Massif, également à vos côtés Jean-Pierre Morali, bonsoir. Bonsoir. Directeur d'Ecosol, Étienne Hayem, bonsoir. Bonsoir. Je peux vous appeler aussi Zoupik, je crois, c'est un petit peu un pseudo, entrepreneur, consultant indépendant, et donc voilà, vous travaillez, on va dire, beaucoup sur toutes les monnaies indépendantes, les monnaies complémentaires, bon, pourquoi pas indépendantes et aussi virtuelles. Et puis Stéphane Laborde, bonsoir. Entrepreneur, auteur de Création Monétaire.info, c'est ça, depuis 2008, et également auteur de La théorie relative de la monnaie. Alors je vais commencer avec vous, Alain Philippe, donc la Fondation Massif, créée en 1993, qui accompagne toutes les initiatives de transformation, d'innovation sociale. Vous êtes là, on va dire, à deux titres. Alors d'abord, il y a d'un côté Sol, cette initiative lancée notamment par la Massif, par aussi Chèque Déjeuner, le Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale. C'est une monnaie qui est destinée justement à valider le bénévolat dans des activités, on va dire, d'utilité sociale. De l'autre côté aussi, il y a l'inauguration, c'était tout récemment, en décembre, de la première accorderie française qui est à Paris, dans le 19e arrondissement, un peu venu du Québec, on va dire, où là c'est une sorte de système d'échange. On entend beaucoup de choses. Je citais une phrase très philosophique au début de Paris d'avenir. Certains disent qu'il ne faut plus prendre la monnaie comme un outil de domination, avoir un autre rapport, retourner finalement aux origines, aux échanges. On n'est pas là non plus pour dire la monnaie, c'est vraiment pas bien du tout. Oui, l'argent tel qu'on le connaît, disons. Et n'allez pas croire que je suis entré par effraction, parce que les Québécois auxquels vous venez de faire allusion et référence disent de l'accorderie, de ce système d'échange, que c'est un système marchand non monétaire. Alors, dans une émission sur les monnaies complémentaires, qu'est-ce que l'accorderie peut faire et qu'est-ce que je peux dire? À vrai dire, c'est quand même une monnaie, mais la monnaie est le temps. Et donc, les échanges de l'accorderie sont fondés sur l'échange de temps, dans une démarche très, très égalitaire, et surtout avec comme vocation la lutte contre la pauvreté. Voilà, remplacer la monnaie finalement par l'heure, donc ne plus avoir de monnaie. Ça peut être envisageable. Sous une forme expérimentale ou pour répondre à des besoins sociaux, dans un cadre à vocation sociale, oui. Au-delà, peut-être, mais peut-être pas tout de suite. Alors, je parlais justement de cette monnaie Sol. Je crois que justement, elle est expérimentée notamment à Paris. Voilà. Et vous avez à vos côtés Jean-Pierre Morali, donc directeur d'Ecosol, qui est une coopérative entreprise, vous définissez, qui soutient un peu le développement justement du sol, opérateur d'échange économique et solidaire. Absolument. Ecosol, la coopérative. Alors, c'est très agréable d'être ici parce que nous sommes en train de naître, littéralement, presque sous vos yeux. Vous ne nous trouverez même pas encore sur le net. C'est vrai qu'en faisant quelques recherches, c'est très compliqué. Voilà. Heureusement qu'on sonne le téléphone pour se renseigner. Absolument, mais l'intérêt, c'est que, puisque nous avons la Massif à côté, c'est que les opérateurs, on va dire historiques, les grandes entreprises de l'économie sociale et solidaire depuis 10 ans ont beaucoup travaillé sur les monnaies complémentaires, et j'insiste sur complémentaires, dans un souci de solidarité, souvent de développement durable, d'équité. Et la Massif, le groupe Chèque Déjeuner, vous l'avez dit, le Crédit Coopératif, qui est une banque coopérative, et le mouvement Sol, se sont à plusieurs reprises retrouvés depuis 10 ans pour développer notamment la monnaie complémentaire Sol. Et depuis la fin de subventions européennes en 2008, le début de la crise financière, les 4 acteurs ont recherché une nouvelle formule. Elle sera plus entrepreneuriale pour développer justement le sol, avec, on dirait, d'un côté quelque chose de très théorique, mais nous, notre volonté, c'est d'être assez pragmatique et de répondre à l'attente du terrain. On en reparlera, j'imagine. L'attente du terrain et aussi finalement des consommateurs. Finalement, on implique les consommateurs dans une autre démarche. On les rend actifs. On a déjà souvent parlé, même ici, de consommateurs. Oui, ce sont même eux qui viennent éventuellement nous chercher, nous proposer des solutions. Nous, on essaye d'apporter pas seulement des financements, mais des idées et des formes plus pérennes de développement des monnaies complémentaires, en particulier le sol, et en partant de manière un peu girondine, plutôt cette fois-ci des territoires.
Alors Étienne Hayem, vous avez, je crois, ça fait 5 ans d'école de commerce, hein, c'est ça. Vous définissez comme créateur d'abondance, qui est très joli comme terme. Vous voyez, alors donc vous souhaitez développer plus que jamais des monnaies complémentaires, alternatives, libres. On parle aussi de monnaie virtuelle. Alors c'est pas tout à fait la même chose entre virtuelle, complémentaire. Tout à fait. Complémentaire, elle ne se substitue pas à l'euro. Et c'est-à-dire que généralement elles sont appuyées sur l'euro. Elles sont échangeables en euros, si je peux dire. Libres, elles ne sont pas attachées à l'euro. Donc ce sont des monnaies beaucoup plus volatiles. Virtuelles et libres, ça se rapproche, et je dirais alternative. C'est le nom que les autres donnent de ces monnaies complémentaires pour dire qu'elles sont alternatives, pour les dégrader, dire que ce ne sont pas des vraies monnaies, mais ce sont des monnaies complémentaires. Les monnaies alternatives, enfin, pour moi, n'ont pas vraiment d'existence. Alors, les uns et les autres peuvent en créer. On a déjà bien du mal à s'entendre, on va dire, avec 1 ou 2 ou 3 ou 4 monnaies. Mais alors, si on en crée chacun sa propre monnaie, on est... C'est toute l'aventure aujourd'hui qui est possible. C'est-à-dire que depuis 71 que la monnaie n'est plus rattachée à l'or, on se rend compte que la monnaie, en fait, c'est juste un support, un média qu'on utilise et qui représente la valeur. C'est un accord, on se met d'accord pour dire que ça a de la valeur entre nous. Bernard Liétard, qui est l'expert en chef sur le sujet, dit c'est comme un accord de mariage. Mais conscient ou inconscient, quand on utilise une monnaie, on utilise le code qui est inscrit dans la monnaie et on va utiliser un certain nombre de règles. C'est un jeu. Et on joue à ce jeu quand on utilise une monnaie. Oui, c'est ce que je disais, voilà, revenir à une autre forme d'échange, hein, Stéphane Laborne. Oui, alors ce que dit Étienne est tout à fait juste, c'est ça qui est très important, parce que nous, et quand je dis nous, je parle de toute la génération qui est sur Internet depuis 20 ans et qui a une grande culture technique, informatique. Vous êtes blogueurs, hein, tous les deux. Voilà, on est blogueurs tous les deux, mais on est aussi, alors peut-être un peu moins pour Étienne, mais ingénieurs aussi. Et donc on va s'attacher à étudier les codes. Et comme dit Étienne, on a remarqué... depuis les années 2000, en fait, que le code de la monnaie officielle, il est un peu foireux, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Et quand vous dites qu'on peut en créer plusieurs, etc., regardez, un jeu comme World of Warcraft, vous connaissez World of Warcraft, univers virtuel, fantastique, etc. On échange dans World of Warcraft, suite aux quêtes qu'on a, on obtient des objets, des épées, etc. Et on échange avec de la monnaie du jeu, de l'or et de l'argent du jeu, hein, bon, c'est de l'or et de l'argent censé être ancien, des objets dans le jeu. Mais cette monnaie, elle s'échange en dehors du jeu, en euros ou en dollars. Donc elle a pris une valeur par la communauté des joueurs qui se le sont appropriés. Alors évidemment, cette monnaie-là, un analyste informaticien va dire, attention, parce qu'elle est contrôlée par Vivendi, qui contrôle le jeu. Donc s'il crée plus de l'argent, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Donc nous, on s'attache aux monnaies qui, elles, sont bâties sur des logiciels libres. Et là, je reprends encore une fois le thème qu'a développé Étienne. Quelles sont ces monnaies? Il y a 3 exemples actuellement de projets monétaires basés sur des codes libres. Donc des codes libres, ça veut dire quoi? Ça veut dire des codes transparents, adoptables par tous, modifiables par tous, et donc toute communauté pourra s'emparer des logiciels pour éventuellement, s'ils le veulent, l'adapter à leurs besoins. Il y a Bitcoin, qui fait beaucoup parler de lui actuellement dans le monde, qui est une monnaie qui a certaines caractéristiques que nous, on réfute. On va y revenir en détail un peu après l'émission. Donc, continuez sur citer les 3. Voilà, c'est parfait. Il y a Ripple, qui lui est basé sur un système de crédit débit, qui n'est pas comme Bitcoin. Il y a un 3e projet, qui est le projet sur lequel je travaille moi, qui s'appelle OpenUDC, et qui lui se base justement sur une monnaie relative, et une monnaie qui se base sur un crédit, un dividende universel. Oui, une définition décentralisée de la monnaie. Oui, est-ce que justement, ce dont on parle, voilà, la crise, on a parlé de la crise de 2008, celle qu'on connaît maintenant, accentue ce fameux phénomène de monnaie complémentaire, monnaie virtuelle? J'ai presque envie de dire que c'est le déclencheur de la prise de conscience du problème de la monnaie. Dès les années 30, en Suisse notamment, s'est créé le WIR en réaction à la crise monétaire. Le WIR en Suisse existe toujours. Le WIR est une monnaie qui en Suisse est partagée par quelque chose comme 20 000 entreprises, je crois. 55 000 maintenant. Une entreprise sur 5. Voilà, donc là, c'est beaucoup d'entreprises maintenant, mais elle a été créée dans les années 30. C'est un phénomène à très long terme, les monnaies. Il faut bien comprendre ça. C'est un phénomène qui est lié au temps, qui est lié à la vie humaine. Donc c'est un phénomène à long terme. Et ça a été créé dans les années 30 lors d'une crise monétaire. Et lors d'une nouvelle crise maintenant, on revoit tout son intérêt. Et on le découvre. Et c'est un des très grands exemples d'intérêt d'avoir compris la monnaie. Et donc de penser le très long terme. Donc même au-delà de sa propre vie. Et alors on va le revoir justement après une première pause dans Paris d'avenir, avec notamment une illustration pour mieux comprendre un peu les enjeux de ces monnaies complémentaires. En
France, les monnaies complémentaires commencent à faire de plus en plus parler d'elles. Les mouvements majeurs s'articulent autour du SEL, activateur social dédié aux échanges de services, et également du SOL, activateur économique sous forme de monnaie commerciale. Les monnaies complémentaires virtuelles, libres aussi. On en parle ce soir dans Paris d'avenir avec Alain Philippe, le président de la Fondation Massif, Jean-Pierre Morali, directeur d'Ecosol, Étienne Hayem, et entrepreneur, consultant indépendant, et également Stéphane Laborne, entrepreneur, auteur de Création Monétaire.info. Donc, on a parlé de ces monnaies virtuelles locales, on va dire, on estime environ 5000 à travers le monde, ces monnaies. On va voir avec Isabelle Gollens, bonsoir Isabelle, un moyen de paiement alternatif à l'euro qui est développé dans la région de Bavière. Exactement, il s'agit du Chiemgauer, une monnaie locale lancée en 2003 dans la région allemande de Bavière, à l'origine du projet Christian Guellery, professeur de lycée qui voulait au départ tout simplement récolter des fonds pour la construction d'un gymnase. L'idée a séduit et aujourd'hui le Chiemgauer a tout d'une monnaie traditionnelle. Il existe sous forme de billets de 1, 2, 5, 10 et 20 Chiemgauer. La parité de change a été choisie pour être la plus simple possible. Un Chiemgauer équivaut à 1 euro. Ainsi, les commerçants n'ont pas à modifier leur prix. L'objectif du Chiemgauer est de développer et encourager l'économie locale et donc de favoriser les circuits économiques courts. Pour son créateur, la monnaie locale bavaroise est bel et bien une monnaie complémentaire car elle existe en plus de l'euro. Elle ne se substitue pas à lui. Et dans la pratique, est-ce bien utilisé ? Oui, on dénombre 3000 consommateurs réguliers qui paient en Chiemgauer et 600 entreprises et associations l'utilisent et cela représente une masse monétaire de 500 000 Chiemgauer. Chaque utilisateur qui souscrit au système est détenteur d'une carte de crédit Chiemgauer qui est directement rattachée à son compte en banque traditionnel. Le consommateur peut retirer des billets en Chiemgauer dans un bureau de change spécifique et son compte, lui, sera débité en euros. Et après 8 ans d'expérience, la monnaie alternative bavaroise subvient à 50% des besoins de la population locale. Il semblerait également que l'économie locale et les échanges soient dynamisés. Une étude montre que les Chiemgauer circulent 3 fois plus que les euros et génèrent 6 fois plus d'affaires et d'emplois. Voilà, c'est une illustration en Bavière, mais évidemment avec des initiatives aussi en France. Alain Philippe, donc voilà, cette idée de redonner, on va dire, du lien social à travers un circuit court, aussi l'économie locale qui est valorisée. C'est ça, l'accorderie. C'est un système économique qui génère de la plus-value sociale, de la plus-value collective, de la plus-value individuelle, puisque les accordeurs, c'est le terme, sur un arrondissement à Paris, mais dans un département, dans un quartier, échangent entre eux des services en fonction de leur propre capacité, de leur savoir-faire. D'accord, par exemple, on propose 1 heure de telle chose contre 1 heure de telle autre. Alors ça n'est pas 1 heure contre. D'accord. C'est-à-dire qu'on propose 1 heure de peinture, 1 heure de cours d'anglais, 1 heure de cours de salsa. On est rémunéré de la prestation qu'on a fournie en temps, en heures, et avec les heures qu'on a acquis, on peut accéder à d'autres services puisque nous sommes dans une démarche de mutualisation d'une part, de recherche de solidarité d'autre part, et enfin de pluralité, puisque la démarche n'est pas entre 2 individus, mais collective. Collective. Alors justement, on parlait de la crise, des effets de la crise, vous parlez aussi de vous adresser aux personnes les plus pauvres. On va dire évidemment que là, on est prêt, malheureusement, aussi pour ce type de démarche. Alors l'accorderie est née en 2002 dans la ville de Québec, dans le quartier Saint-Roch de la ville de Québec. Donc la crise n'était pas à l'époque au niveau où elle est aujourd'hui. Ce que nous constatons en France avec la première accorderie qui a été créée dans le 19e arrondissement, c'est que la vitesse, la montée en puissance de l'accorderie à Paris est plus importante, la courbe est plus importante que ce que nous avions constaté au Québec. Crise oblige, puisque dans le 19e arrondissement, il y a 150 accordeurs déjà associés, alors que l'accorderie n'existe que depuis 2 mois. Jean-Pierre Morali, directeur d'Ecosol, ça vous fait réagir, oui, j'imagine aussi cet exemple. Typiquement, on est en démultipliant les échanges autour d'une monnaie locale aussi qui est ce qu'on appelle fondante. Alors comme quoi, en Allemagne, il se passe aussi beaucoup de choses et très intéressantes. Il n'y a pas que des voitures. Ouais, le Chiemgauer, oui, c'est un très bon exemple qui se rapproche forcément du sol éco, qui est la nouvelle appellation du sol dès lors qu'il y a des échanges vous appeliez commerciaux. C'est pas des échanges commerciaux, c'est simplement un réseau entre commerçants, entre consommateurs qui se sont retrouvés, qui se sont définis, qui se sont chartés. Ils ont défini qui pouvait rentrer dans le réseau et ils échangent sur la forme d'une monnaie qui a la parité. C'est ça, en ça qu'elle est complémentaire, qui a la parité à l'euro. Un sol
1 euro. Et vous évoquiez les circuits courts. C'est absolument une forme, pas la seule, mais de réponse à une consommation de proximité, avec éventuellement des productions de proximité, quand elles sont possibles, avec des services de proximité, et qui permettent notamment, cela a été évoqué en termes de théorie de circulation de la monnaie, une certaine accélération plus rapide que l'euro et surtout l'absence d'évaporation de ce pouvoir d'achat dans les circuits financiers. Stéphane Laborde, alors on a commencé à citer aussi des exemples, vous pouvez réagir, on va parler aussi de Bitcoin parce que voilà, ça c'est totalement différent aussi, cette monnaie virtuelle qui fait beaucoup parler. Oui, alors, c'est-à-dire que quand j'écoute nos deux interlocuteurs, tout de suite, moi, la question que je me pose derrière, c'est, mais la monnaie tant, comment elle est gérée? Il y a sans doute un crédit maximum qui est permis. Comment on démarre les échanges? Qu'est-ce qui va se passer au bout de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans? Vous soulevez déjà les interrogations. Parce qu'il va y avoir des nouveaux entrants qui vont rentrer, il va y en avoir des anciens, comment on peut évoluer la masse monétaire. Donc je vais étudier le code et je vais voir tout ça. Alors évidemment, un des aspects importants, c'est de contrôler sa monnaie. Parce qu'évidemment, si la monnaie effectivement ne part pas, bon, mais on est sûr effectivement qu'il n'y aura pas de fuite et donc on contrôle en quelque sorte un minimum les flux monétaires et on sait à peu près où on est dans la communauté avec qui on est. Tandis qu'avec l'euro, justement aujourd'hui, on va pouvoir se retrouver avec des euros qui sont investis à Dubaï ou je ne sais où et qui ne retournent plus forcément en France. Donc c'est un des aspects justement qui pose des problèmes dans les crises aussi. Oui, c'est cet aspect de fuite. Oui. Donc, alors, on a quelque chose de plus local aussi. Voilà, là, il y a donc un autre aspect important aussi, c'est que nous, avec la philosophie du logiciel libre et d'Internet, on va aussi s'attacher très précisément à l'individu et pas à l'entreprise. Si on prend le cas de la monnaie Sol, justement, et j'ai étudié un peu la philosophie quand même basée au départ sur il y a les entreprises. C'est un collectif d'entreprises qui va commencer à échanger en Sol. Ce qui est le cas du Wire aussi d'ailleurs en Suisse. Mais nous, on va s'attacher avant tout, on part de l'individu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'homme, c'est l'individu. Et après, les entreprises, ça vient après, en deuxième cran, donc on s'en occupera plus tard. Mais avant tout, on veut s'assurer que les individus ont de quoi démarrer, comme pour l'accordeur, des échanges directs, qui soient les individus d'aujourd'hui ou ceux qui seront présents dans la communauté dans 20 ans. Donc on va s'occuper d'avoir un code qui vérifie ça. Et après, il viendra les entreprises, etc. Mais nous, on s'intéresse à la symétrie individuelle. Et à l'individu. Bon, alors, Jean-Pierre Morali, juste un mot, laissez parler aussi un peu Étienne Hayem avant la pause, parce que ça va très vite. Mais allez-y. Non, juste un mot. C'est vrai qu'en France, on a peut-être, pour nuancer, une tradition d'initiative citoyenne. Et justement, on manque d'approche de l'entreprise, contrairement à ce qui s'est passé en Suisse et en Allemagne. Alors nous, on essaye justement d'être très attentifs aux PME, parce qu'il y a un grand obstacle au développement des monnaies complémentaires, c'est que un commerçant qui reçoit sa monnaie complémentaire se retrouve confronté à la nécessité de la redistribuer. Il la redistribue à qui? Certes à ses clients, mais parfois c'est pas suffisant. Il aurait envie de le distribuer à ses fournisseurs. Et ça, en France, on ne sait pas encore bien faire. C'est-à-dire avoir une filière verticale où on puisse utiliser la monnaie complémentaire du commerçant vers son grossiste, par exemple. Ça, on essaye de s'y employer. Étienne Hayem, juste pour réagir à tout ce qu'on dit, on continuera, vous inquiétez pas. Allez-y. Il y a un mot qui était important tout à l'heure qui a été dit, c'est fondante. Quand on dit une monnaie fondante, oui. On est dans un autre... En fait, on la garde pas, on la thésaurise pas, on va dire, voilà, c'est l'idée de pouvoir la faire circuler. Ce petit détail qui dit, on va se dire, mais quel est l'intérêt alors si ma monnaie est fondante, je peux pas la garder, il faut que je consomme, etc. Il dit qu'en fait la richesse est dans la circulation de la monnaie, donc c'est ensemble qu'on est plus fort et c'est pas si je la garde, la monnaie n'est plus mon instrument pour être riche, c'est en la faisant circuler qu'on va créer des échanges et c'est avec les autres que je suis plus riche. Oui, mais à un moment il faut bien aussi la garder un petit peu, il faut bien en avoir sous le coude on va dire. Alors c'est monsieur Bernard Liétard encore qui parle de monnaie yin et de monnaie yang, de monnaie avec des valeurs féminines qui s'occupent, qui sont plutôt pour le local, pour du soin, pour l'environnement et des monnaies yang qu'on connaît plutôt assez bien, mais pour l'instant on est vraiment sur un monopole yang, qui sont des monnaies de compétition, des monnaies d'interaction et des monnaies de performance. Alors, vous avez soulevé déjà beaucoup d'interrogations, de questions. Malheureusement, on est obligé de marquer une nouvelle pause justement pour avoir aussi le journal de l'économie, savoir ce qui se passe dans le monde en la matière. On se retrouvera dans quelques instants dans Paris d'avenir sur BFM Business. Pour certains, l'engouement pour les monnaies complémentaires exprime la défiance à l'égard des institutions, des monnaies complémentaires, des monnaies virtuelles libres aussi. Il en est question ce soir dans Paris d'avenir avec Alain Philippe, président de la Fondation Massive, Jean-Pierre Morali, directeur d'Ecosol, Étienne Hayem, alias Zoupik, entrepreneur consultant indépendant, et enfin Stéphane Laborde, également entrepreneur, auteur de créationmonétaire.info et puis également auteur de la théorie relative de la monnaie. Justement, peut-être vous faire réagir parce qu'on voit à quel point c'est complexe quand on parle
monnaie complémentaire virtuelle libre, à ce que disait notamment Stéphane Laborde, Alain Philippe, sur ces monnaies, quelle valeur, jusqu'à quelle hauteur, combien de temps, enfin voilà cet échange notamment que vous avez à travers l'accorderie, toutes les questions que ça peut soulever. La réaction que j'avais tout à l'heure par rapport à son intervention, c'était de rappeler qu'à l'origine, lorsque les entreprises dont il a été question, Crédit Coopératif, Maïf, Chèque Déjeuner notamment, ont créé ce concept sous l'impulsion de Patrick Vivray déjà, qui a écrit par ailleurs, et ensuite Les nouveaux facteurs de richesse, un philosophe effectivement. Les entreprises en question n'étaient pas engagées dans une démarche à vocation entrepreneuriale. C'était au service de la société en général et de leurs sociétaires en particulier, puisque c'était des entreprises de l'économie sociale, mais ça n'était pas un système d'échange entre elles, mais un système qui devait servir l'intérêt général et donc qui répondait à leur engagement sociétal. Par ailleurs, l'accorderie est un système pérenne aujourd'hui au Québec, puisqu'il y a 6 accorderies. En France, il y en a 2 et bientôt un peu plus. Nous sommes dans une démarche à vocation économique certes, mais principalement à vocation sociale, puisque c'est un système qui développe la mixité sociale et qui répond à cette préoccupation de lutte contre la pauvreté. Donc nous sommes moins sur le champ technique et économique que sur le champ social avec l'accorderie. Alors Jean-Pierre Morali, certains disent que les citoyens qui s'engagent dans des associations qui portent tous les projets de monnaie complémentaire sont peu préparés à aborder notamment toute la complexité des problématiques liées à la fameuse gouvernance de la masse monétaire. Alors ça c'est ce qu'on peut penser, on va dire que les Français connaissent pas l'économie. Alors d'abord, on s'aperçoit que les débats qui fleurissent tous les jours en région autour des monnaies complémentaires sont des formidables accélérateurs d'éducation populaire. Et moi j'ai participé, animé, assisté à des réunions publiques qui ont été invitées avec des moyens vraiment très légers. Et on voit surgir des populations de toutes les catégories sociales, et j'insiste, et surtout de toutes les tranches d'âge qui veulent s'impliquer et qui ont et posent des bonnes questions sur les financements, sur les circuits monétaires, et je peux vous assurer qu'ils nous interpellent même sur notre capacité à faire des monnaies complémentaires, et ils posent des questions qui parfois, entre nous, on n'ose pas aborder, mais qui sont l'objet, par exemple chez Ecosol, de la question, et que vous évoquiez tout à l'heure, de la pérennité économique. Nous sommes dans une démarche d'entreprise coopérative au service de ces monnaies, avec un objectif que nous affichons aujourd'hui clairement, ce n'est pas de l'expérimentation, c'est de porter des outils pratiques, technologiques, des outils d'information et de communication sur le terrain, et surtout de bâtir dès le début du projet une analyse économique qui permet au projet de se pérenniser au-delà de 5 ans. Nous, on se donne comme objectif, comme challenge sur un terrain, une monnaie complémentaire, elle doit être autonome, indépendante de son environnement économique, des subventions, au bout de 5 ans. Alors je disais justement, je parlais de défiance à l'égard des institutions, on peut aussi se poser des questions par rapport au fait que voilà, typiquement on peut se dire, faut pas non plus être là à remettre en cause totalement les compétences. C'est ça en filigrane ou pas les compétences des fameux professionnels de la finance qu'il y a derrière ces idées? Stéphane Laborde. C'est pas une question de... Non, je pense que les professionnels de la finance, ils font ce qu'ils peuvent dans un système qui marche pas. C'est-à-dire que si vous jouez à un jeu... Vous ne mettez pas en cause les professionnels, mais le système global. Non, si vous jouez à un jeu comme le Monopoly, où on sait pertinemment qu'à la fin, il peut y avoir qu'un seul gagnant, vous aurez beau vous débattre comme vous voulez, la fin, c'est qu'il y aura un seul gagnant. Donc vous aurez beau être le meilleur joueur qui soit, si vous êtes face à d'autres joueurs, vous savez qu'il n'y en aura qu'un, il y a une part de hasard en plus, etc. Notre but quand on réfléchit au code de la monnaie ou au code des monnaies qu'on va éventuellement adopter, c'est on va se poser la question, est-ce que c'est un jeu qui va finir avec un gagnant ou est-ce que c'est un jeu qui va permettre que les échanges continuent ad vitam? C'est ça la question qu'on se pose. Finalement, c'est ce que je disais en introduction, ne pas faire de la monnaie un facteur de domination, mais être dans l'échange. C'est ça. Revenir au sens premier d'une monnaie, la monnaie est là pour faciliter les échanges. Pas pour forcer autrui à faire ce qu'on veut une fois qu'on a vendu. Donc vous êtes quand même dans l'idée de casser un système, on peut pas dire le contraire. C'est pas l'idée de casser un système, c'est dans l'idée de démontrer que un système correctement pensé fonctionne bien. Mais comme c'est vrai pour beaucoup de systèmes techniques, quels qu'ils soient, un moteur qui marche pas, il marche pas. Je veux dire, c'est pas l'idée, c'est que quand on va créer un nouveau moteur qui fonctionne, c'est pas pour casser l'ancien moteur, c'est parce qu'il marche pas. Il est périmé trop vite, il s'embourbe, etc. Non, on en crée un qui marche mieux, qui marche 20 ans de plus, etc. Nous, on veut créer une monnaie qui dure au moins 5 ou 6 générations et pas une seule.
Alors justement, Étienne Hayem, aussi on parlait de Bitcoin, cette fameuse monnaie qui fait beaucoup parler. La masse monétaire est complètement déconnectée. En fait, elle fait beaucoup réagir. Je crois aussi que les États n'apprécient pas toujours aussi cette idée de monnaie virtuelle. On y met du piratage derrière tout ça. Enfin voilà, comme quoi ça fait quand même réagir. Tout ce qui est sur Internet et libre en général fait beaucoup réagir les États en ce moment. Bitcoin, c'est super intéressant parce que d'un coup, il y a des millions d'utilisateurs qui se sont rendus compte que c'était possible, qu'on pouvait le faire avec un logiciel. C'est venu du Japon, c'est ça, en 2009. C'est venu d'un Japonais. Mais on ne sait pas qui est ce Japonais, en fait, véritablement. Ils ont toujours des noms... c'est pas son année de naissance. Bitcoin, ça montrait que c'est possible et ça l'a montré pas universellement, mais assez rapidement à l'échelle de la planète par rapport aux monnaies complémentaires qui progressent doucement. C'est pas l'un contre l'autre, mais pour moi les deux sont intéressants et les deux font avancer vraiment le débat. Bitcoin, le souci pour moi, et je sais que Stéphane pense ça aussi, c'est que c'est un schéma de Ponzi. C'est la masse monétaire est limitée à 21 millions et donc les premiers arrivés vont être mieux servis que les autres. Et même si on met un système propre en peer-to-peer, donc c'est une cryptocurrency, donc c'est une monnaie cryptée où avec son processeur, on va créer des coins, donc de bits. Bon, bref. Mais c'est-à-dire, c'est pour expliquer, enfin, tout simplement, c'est un ensemble, si vous voulez, de nombres mathématiques limités et suffisamment complexes pour que ça soit incassable. Donc ça, de ce côté-là, ça fonctionne. Mais c'est aux bordures que les gens viennent spéculer sur la bordure du système où les gens vont pirater le compte d'une personne, le disque dur, pour récupérer ses bitcoins. Donc même si le code est incassable, il y a encore des endroits où on peut casser, il y a toujours des endroits où il y a des failles. Donc on revient à la fameuse idée aussi de spéculation. On n'empêche pas. Tout. Dans le Bitcoin, on n'a pas le droit théoriquement, enfin je ne sais pas si on a le droit, mais en tout cas il y a des gens qui jouent à la marge, tout à fait. Le problème de la spéculation tel que nous on l'a analysé, quand on a développé le projet OpenUDC, c'est pas le problème de pouvoir jouer sur les valeurs, ça on n'a pas de problème avec ça. C'est le problème du corner, c'est connu en finance. Le corner, c'est quand vous allez prendre toute une valeur, par exemple comme les frères, je ne sais plus comment ils s'appelaient là, qui ont pris tout l'argent à un moment donné qui existait quasiment sur la planète, ils ont bloqué le marché de l'argent. Metal, je crois que c'est dans les années 90, je ne sais plus, bon bref. Le Bitcoin justement c'est ça, parce que le jour où il y aura quelqu'un qui va prendre une majorité de Bitcoin, il va bloquer les éventuelles économies qui se seront développées dessus, parce que c'est limité. Voilà, nous on a pensé donc à une monnaie qui donnait un peu comme au Monopoly, si vous voulez, on met toujours, vous touchez 20 000 euros à la case départ. Voilà, mais c'est la même chose, nous on met un peu d'argent, pas beaucoup, mais suffisamment pour éviter tout corner. C'est quelqu'un qui stockerait beaucoup de monnaie, n'empêcherait pas la monnaie de continuer à se régénérer tranquillement. C'est pour ça qu'elle serait fondante en quelque sorte. Elle serait légèrement inflationniste, mais pas trop, parce que vous pouvez la garder, elle ne perdra pas sa valeur avant 2-3 ans si vous voulez, donc ça va, c'est pas perdu non plus. Mais à moyen terme, vous ne pouvez pas bloquer les échanges. Voilà, il faut éviter ce problème-là. Alain Philippe, je voyais prêt à réagir. Oui, parce qu'en filigrane de ce débat sur la monnaie, sur le système dont vous parliez, le système monétaire, il y a le débat sur le système lui-même, l'économie elle-même, l'économie capitaliste, l'économie libérale, dont on peut se demander si elle nous a pas conduit dans le fossé déjà et s'il n'y a pas lieu de se préoccuper de démarches alternatives. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de changer de paradigme? L'économie sociale est l'une des idées qui est développée, qui est portée. Alors est-elle alternative? Je ne sais pas, mais le débat en filigrane de cet échange sur la monnaie, à la fois technique et politique et économique, c'est celui sur le système lui-même. C'est parfait, vous ouvrez le débat et d'ailleurs on en parlera dans la dernière partie de Paris d'avenir dans un court instant. Les monnaies complémentaires ouvrent de nouvelles opportunités et amènent évidemment à s'interroger sur notre système, le système économique. On en parle ce soir dans Paris d'avenir. On pourrait d'ailleurs en parler très longtemps. On a compris à quel point c'était complexe, cette question de monnaie complémentaire, de monnaie virtuelle. Stéphane Laborde, on peut parler un peu des perspectives, de se demander aussi jusqu'où on va aller, cette remise en cause, on va dire, du système, même de savoir déjà, oui, ces monnaies, alors qui va les émettre? Comment ça peut se passer? Oui, alors, dans le code d'une monnaie, ce qui est très important, c'est de savoir comment la monnaie est émise, par qui et au bénéfice de qui. Parce que si vous ne répondez pas à ces questions, vous rentrez dans un système où peut-être il y a certains qui vont avoir un privilège sur les autres. Nous, c'est ce on estime qui est le cas du système actuel, système monétaire actuel. Quand l'État vient au secours des banques à hauteur de 500 milliards et que la BCE rajoute de son côté 500 autres milliards, moi en tant que citoyen, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, pour l'instant, le problème c'est qu'on n'a pas pu trop exprimer notre désaccord. Mais moi je ne suis pas d'accord. Là, je crois qu'il y a un problème de légitimité, de privilège, etc. Bon, bref. Donc nous, quand on va analyser le code d'une monnaie, on va réfléchir à ces choses-là. Donc est-ce que la monnaie est symétrique? Est-ce qu'elle considère vraiment les hommes comme étant égaux en droit, etc. Si vous voulez, on se base là-dessus.
logiciel libre, hein, comme le rappelle Richard Stallman, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est un Américain qui dit ça, donc on prend ça comme argent comptant. Donc on va se poser la question de la symétrie, et pas que de la symétrie dans l'espace. Est-ce que, donc, par exemple, les selles qui se créent, même à Paris, etc., bon, on va donner 100 à chacun. Bon, très bien, et on démarre là-dessus. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 80 ans ? Quand ils seront morts, qu'ils auront transmis leur monnaie à leurs descendants, et que de nouveaux entrants seront rentrés dans le système. Il y aura des problèmes d'équilibre. Donc nous, on a réfléchi à tout ça. Pour réfléchir sur du long terme. Voilà. Et donc, on va remettre un peu de monnaie, toujours de façon à lisser, si vous voulez, les décalages dus à ces phénomènes-là. Donc, on va réfléchir à tout ça, ce qui, de notre point de vue, rend la monnaie attractive. Parce que tout nouvel entrant, pour nous, il n'y a que des hommes qui rentrent, parce que les entreprises, même une entreprise, c'est des hommes qui la portent. Hein, il n'y a pas d'économie sans hommes. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les hommes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une monnaie qui soit incitative pour les hommes. Point. Après, le reste vient naturellement. Voilà, mais on aura quand même aussi besoin des entreprises. Mais avec les hommes, j'ai bien compris. Voilà. Étienne Hayem, justement sur les perspectives, hein, sur voilà, quand on parle de ce climat de crise aussi, où on se dit quelque part, faut peut-être faire bouger les lignes. Oui, moi je te trouve un petit peu difficile sur le sel, enfin les comparaisons quand on voit le système qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que quoi qu'on trouve, on sera dans un système qui sera probablement plus libre. Ah non, mais le sel est bien, je dis pas qu'il est pas bien. Merci. Mais on peut quand même trouver des petits défauts dans quelque chose qui est mieux. Je voulais juste être sûr. Oui, oui. En fait, le problème, le souci qu'on a eu, c'est qu'on a perdu le droit de création monétaire au niveau de l'État en 76. C'est-à-dire ce pouvoir est passé aux banques privées le 3 janvier 1976. Et depuis ce moment-là, on a la dette française. Avant, on ne l'avait pas. C'était l'État qui émettait la monnaie et c'était le pouvoir régalien du seigneur. Et en fait, aujourd'hui, ce sont donc des Français qui détiennent la dette, mais pas que. Et ce sont les 90% les plus riches qui payent aux 10%, les 90% les plus pauvres qui payent aux 10% les plus riches 16 milliards d'euros par an. Donc c'est l'inverse de Robin des Bois, c'est un impôt à l'envers, c'est-à-dire c'est un vol général où on paye tous aux plus riches une fraction non négligeable pour cette dette puisqu'on a donné voilà, ça c'est les chiffres, c'est vos propos. Et alors donc non, on va aller quoi, de l'après argent, comme on parle d'après pétrole. Peut-être plus de monnaie. Moi, dans le futur, j'aimerais bien qu'on se débarrasse de la monnaie et qu'on soit dans une économie non marchande, une économie du partage. On le voit déjà avec la consommation collaborative et dans les échanges. Ouais, moi, je rêve de ça, qu'on se débarrasse de la monnaie. Moi, ça me paraît un peu utopique, ça, par contre. Jean-Pierre Morali, oui, mais directeur d'Ecosol. Alors, il faut faire toujours attention à ne pas casser non plus les envies locales qui sont constamment, et vos interventions le montrent, dans la réflexion, mais en même temps les gens veulent de l'action. Ils veulent de l'action, ils sont très contents dans un premier temps, d'utiliser des transactions en monnaie complémentaire, parce que déjà, eux, ils rentrent dans l'après, même si c'est un après local, même si c'est un après complémentaire, et ils aiment bien utiliser leur carte pour acheter quelque chose qui reste assez traditionnel, en tout cas connu. Oui, quoi, voilà. Oui, mais ça peut déboucher sur autre chose, notamment sur l'équivalent en temps qui existe déjà, sur lequel on travaille beaucoup, pour se substituer à la notion justement de comparaison tout le temps monétaire, pour passer en mode de temps. Et ça existe, et ça fonctionne notamment sur des grands dossiers au Japon, par exemple sur les solidarités avec les personnes âgées. Le financement d'une part de la dépendance est assuré par un échange de temps entre les générations, un système de solidarité par capitalisation du temps. Et ben ça peut être des sujets qui rentrent aussi demain dans le débat public sur les grands financements, les grands postes économiques et de solidarité, par exemple, entre les générations, qui nous posent de gros soucis, notamment de financement classique. Comme vous oui, justement, finalement, quelque part, c'est pas lié aussi, on va dire, la diminution de certains financements publics aussi, hein, il faut bien le dire, Alain Philippe. Oui, c'est un risque. Il faut que d'autres acteurs se substituent à la puissance publique. Les fondations, et je peux vous en parler en connaissance de cause, sont souvent sollicitées pour intervenir. Et attention, parce que il faut que les systèmes restent égalitaires. L'État est le garant de cette égalité. Les fondations qui sont de droit privé ne le sont pas. Donc il faut que l'État ne perde pas sa responsabilité sur ce plan-là, sur le plan du financement, à telle enseigne que dans les accorderies, dans ce système d'échange marchand, les collectivités publiques, en tout cas c'est ce que nous voulons faire en France, sont partie prenante. On a parlé de la ville de Paris tout à l'heure, de la mairie de Paris, on peut parler du conseil régional de Rhône-Alpes, de villes comme Bordeaux, Rennes ou Pau. Les collectivités sont garantes de la fiabilité et de la pérennité du système. Stéphane Laborde, juste un mot rapide. Je trouve ça très paradoxal de se poser la question du financement quand on crée une monnaie, quoi.
Je veux dire, pour moi, il y a un bug dans le raisonnement. Je pense que si on veut créer une monnaie, c'est une question d'accord entre plusieurs individus. C'est uniquement ça. Il n'y a pas besoin d'un financement de départ pour ça. Alain Philippe, je veux juste réagir. Oui, en l'occurrence, dans une accorderie, il faut un financement au moins pour rémunérer la personne qui coordonne et qui assure la gestion du système. Et pourquoi elle ne se rémunère pas en temps, puisque c'est le temps qui est échangé entre les autres? On repasse. Voilà, parce qu'elle a besoin d'aller au supermarché pour manger, elle a besoin de s'habiller, et que dans les supermarchés, on ne peut pas encore arriver avec ces produits d'accorderie. Je crains que malheureusement on soit obligé de repartir dans un débat. En tout cas, on a compris à travers votre démarche, voilà, une économie, on va dire, plus sociale, plus solidaire, une autre façon aussi de voir la monnaie, à travers aussi du virtuel. Et on a compris la place de l'individu, qu'il y avait des choses qui bougeaient. Donc déjà, c'est important. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés à se plonger, parce qu'il y a des tonnes de bouquins là-dessus. Merci à tous les quatre d'être venus dans Paris d'avenir sur BFM Business. On se retrouvera demain soir toujours en direct pour parler de la santé. Il y a des champions de la santé en Île-de-France.